Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Seyfoudine Izoudine, directeur général de la compagnie Inter-Île Air. Bonsoir. Bonsoir. Alors la compagnie que vous dirigez vit actuellement une situation compliquée. On l'a vu, tous les vols commerciaux ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. On verra, cela provoque de nombreuses perturbations tant pour la compagnie que pour les passagers. On reviendra également sur les raisons de ces suspensions et on fera le point également avec vous sur la situation actuelle de votre compagnie. Mais ce sera tout à l'heure au cours de ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors 2-0, voilà un score que beaucoup de Français, tous les Français retiendront. C'est le score de la France hier contre l'Allemagne. Un match que certains ont qualifié d'historique. On fera le point, une analyse de ce match avec vous tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 8 juillet. La CAPAM va mal et les agriculteurs s'en inquiètent sérieusement. En effet, alors que les problèmes qu'ils rencontrent sont déjà nombreux, leur principal outil de soutien est à l'agonie. Une situation préoccupante qui engage directement la responsabilité de l'État. Explication. Cela fait près de 2 mois que les agents techniques de la mairie de Koungou sont en grève. Ils refusent leur transfert vers le CIDEVAM 976 par peur de ne plus jouir des mêmes avantages. Une crainte légitime, mais que la municipalité affirme sans fondement. De quoi se demander pourquoi ce conflit ne trouve toujours pas d'issue. Dominique Ledémé est de retour à Mayotte afin de travailler avec les partenaires sociaux sur l'application dès le 1er janvier 2018 du Code du travail de droit commun. Problème, l'intersyndicale refuse l'ordonnance visant à adapter le texte par crainte qu'elle ne débouche sur un Code du travail au rabais. Reportage à la fin de cette édition. Et pour débuter ce journal, direction la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'agriculture de Mayotte qui depuis plusieurs mois est en souffrance des dépenses plus élevées que les recettes. C'est notamment ce qui ressort de l'examen du compte financier 2016. L'institution est donc proche de basculer sous tutelle de l'État. Et si certains y voient là une bonne chose, c'est les agriculteurs. En revanche, la panique s'installe. Déjà en grande difficulté, ces derniers craignent en effet de voir cet outil sombrer dans les déficits. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Vol, manque de foncier, problème de passation, problème de financement. Les agriculteurs du département ne sont pas épargnés par les ennuis et s'inquiètent à juste titre de la mauvaise santé financière de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Là, les agriculteurs sont arrivés à un stade disons, ils ont par-dessus la tête de tous les problèmes qu'il y a. Et disons que ce n'est pas un seul problème, mais on attend de l'État une réaction vraiment positive. Et cette réaction, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'outil des agriculteurs qui est la CAPAM, et comme vous venez de le dire, il y a des problèmes qui vont être sous tutelle. Bon, on n'a pas encore eu, il y a eu l'audit, mais officiellement, on ne nous a pas encore signifié que c'est tel jour que bon voilà mais c'est le risque voilà c'est le risque et donc à partir de là c'est de voir que bon aujourd'hui les agriculteurs estiment que bon l'État ne les a pas accompagnés pour sauver cet outil et donc il faut manifester pour montrer que nous sommes là et qu'on a besoin d'être soutenus. Pour Daniel Zaïdani, l'État est clairement responsable de cette situation. Le FEDER pour l'agriculture, le FEAMP pour la pêche et l'aquaculture, le POSEI pour financer les difficultés liées à l'insularité ne sont toujours pas actifs à Mayotte. L'accompagnement de l'État n'est donc pas suffisant et les agriculteurs en paient le prix fort. Le financement doit être avancé par quelqu'un, soit par l'agriculteur directement, soit par la structure, que ce soit les syndicats qui sont les coopératives, soit par la CAPAM. Mais la réalité à Mayotte, c'est que si nous voulons réellement que les projets se fassent, il faut que l'autorité de gestion avance les moyens financiers et ensuite se fasse rembourser par l'Europe. Si l'autorité de gestion ne le fait pas et compte sur Bakoko Saïd, si Bakoko Saïd doit acheter son tracteur par ses propres moyens financiers et ensuite monter un dossier pour se faire rembourser, ça ne fonctionnera pas et ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc c'est pour cela que l'autorité de gestion aujourd'hui, c'est l'État.
L'État doit avancer. Si elle estime qu'elle ne souhaite pas le faire directement pour respecter les compétences des uns et des autres, elle doit mieux accompagner la CAPAM. Mieux accompagner la CAPAM et les agriculteurs. Voilà entre autres ce qui est réclamé à l'État. Même si pour Laini Monnier Mali, les Mahorais ne doivent pas perdre espoir et doivent s'entraider pour s'en sortir. Moi, je leur dirais de ne pas de ne pas perdre espoir et de continuer malgré tous les problèmes que nous avons, des vols, des problèmes à ne pas être financés et tout. C'est de continuer parce que c'est notre patrimoine, c'est notre héritage qu'on voudra transmettre par la suite à nos enfants et autres. Donc, à partir de là, moi, je pense que si l'État et nous-mêmes, la population, on s'entraide parce que pour les vols, si on trouve des solutions, il faudra qu'on voit ensemble, eh bien, on retrouvera quand même un minimum parce qu'aujourd'hui, on n'a rien. Même pouvoir manger ces produits, on ne les a pas. Moi, je suis arrivée hier, eh bien, j'ai fait une grosse perte parce qu'on m'a volé des boucs qui étaient déjà réservés. Donc, du coup, je suis en train de me dire pourquoi ne pas tout vendre, ne plus avoir d'animaux sur mon exploitation parce qu'en début du mois, ils ont volé les bananes et là, à 2 jours de mon arrivée, ce sont mes boucs qui sont partis. Un mouvement de grève pourrait voir le jour prochainement, car si l'espoir existe, le ras-le-bol est réel. Autre sujet à présent, cela fait maintenant plusieurs semaines que la rumeur circulait. Et bien désormais, c'est officiel, Daniel Zaidani sera bel et bien l'un des candidats du MDM lors des prochaines élections législatives prévues en 2017. Ce qu'il a confirmé ce matin sur notre plateau. Après avoir été président du Conseil général, le conseil départemental de Pamandji rêve maintenant de devenir parlementaire. Son objectif est d'ailleurs on ne peut plus clair, représenter Mayotte au sein des plus hautes instances de l'État. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Je suis effectivement candidat pour les élections législatives. 2017 est une année importante pour Mayotte, un tournant puisque vous le savez que Mayotte doit être mieux entendue à Paris. Vous avez vu encore la semaine dernière la cacophonie qu'il y a pu avoir sur Mayotte. Mayotte a besoin d'avoir des révisions au niveau législatif, une amélioration pour mieux accompagner la population sur le territoire de Mayotte. Et avec mon expérience que j'ai pu acquérir au sein du conseil départemental, je souhaite aujourd'hui mettre à profit toutes ces années que j'ai cumulées pour pouvoir apporter encore plus pour Mayotte. Je veux être un relais de la population. J'ai cette expérience aujourd'hui en local. Je pense avoir fait mes preuves. Bon, bien évidemment, le bilan peut toujours être perfectible, mais aujourd'hui, pour 2017, il est nécessaire d'être présent aussi bien à Mayotte qu'à Paris, et c'est ça que je veux faire dès l'année prochaine. Et qu'en est-il à présent des agents techniques de la mairie de Koungou qui, nous vous le disions lors de précédentes éditions, sont en conflit avec leur municipalité? Pour l'heure, rien n'a changé. Le bras de fer qui oppose les deux parties est toujours d'actualité. Les agents campent sur l'opposition et refusent catégoriquement de rejoindre le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte. Alors pourquoi sont-ils si réticents? Quels risques encourent-ils réellement en cas d'affectation au CIDEVAM? Nous avons voulu pour cela connaître l'avis du directeur général des services du CIDEVAM en question et le président du Parti social mahorais, lequel s'est engagé auprès de ses agents. Reportage avec Adèle Laurent. Le mouvement de grève entamé le 10 mai par les agents techniques de la mairie de Koungou continue. Selon le CIDEVAM, 12 agents sur 28 ont accepté le transfert au syndicat à la date du 4 juillet. Mais quelles sont les craintes des grévistes restants? Le directeur général des services du CIDEVAM nous répond. Déjà, tout le monde a peur du changement et ça c'est légitime et nous on essaie de les rassurer. Leur crainte c'est que du coup il n'ait pas forcément les mêmes avantages et garanties qu'au préalable. C'est vrai qu'en ce moment le contexte administratif est émouvant avec les EPCI qui se créent, etc. Ils peuvent avoir crainte que dans quelques mois, un an, etc. ils soient non plus agents du CIDEVAM mais éventuellement agents de l'Interco du Nord. Oui, certes, mais à court terme ce n'est pas un risque. Et puis quoi qu'il arrive, eux conservent aussi, je le dis à chaque fois, les avantages acquis en termes de rémunération et autres.
Une mauvaise communication entre les grévistes et le CIDEVAM. Pour le président du Parti social de Mayotte, cela s'explique notamment par le manque de diplomatie du maire de Koungou. C'était au maire de faire tout son maximum pour que justement le transfert se fasse, mais pas dans la menace. Le maire a dit aux salariés que tant qu'ils n'auront pas signé les arrêtés d'affectation au CIDEVAM, ils ne paieront pas ne pourront pas percevoir leur salaire. C'est là où il y a la faute qui constitue l'injustice vis-à-vis des employés de la mairie. Une mise sous pression des grévistes. Le maire de Koungou aurait également dû convoquer un comité technique formé par le syndicat des employés et la mairie afin qu'ils discutent ensemble de ce changement d'affectation. Pour Ahmadi Saïd, dans le cas de l'affectation des agents techniques au CIDEVAM, la procédure n'a pas été respectée. Ce comité n'a pas été convoqué pour donner cet avis. Et le maire est passé outre cette procédure. Donc la décision de transfert des agents du service technique n'est pas conforme à la procédure réglementaire. Entre rester à la mairie de Koungou ou être affectés au CIDEVAM, les agents techniques sont donc pris entre deux feux, même si le choix final ne leur revient pas, leur poste ayant été transféré dans le cadre de l'application des communautés de communes. Le DGS du CIDEVAM a tout de même tenu à rassurer les agents techniques. Honnêtement, objectivement et j'irais en toute sincérité, ça ne peut être que mieux pour eux de venir au CIDEVAM. J'ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire que déjà d'une part, on l'a dit auparavant, ils ne perdent rien en termes d'avantages acquis pour leur carrière personnelle et leur rémunération personnelle. Et en plus, ils auront, quoi qu'il arrive, de meilleures conditions de travail. Je m'explique, c'est qu'effectivement, le CIDEVAM est en train de faire actuellement de gros efforts pour aider la collecte sur les communes. Et ça passe aussi par le fait qu'effectivement les agents de collecte soient mieux équipés, mieux formés, qui vont bénéficier effectivement d'une politique active en matière de sécurité. Donc tout ça fait que, a priori, ils ont tout à gagner à venir ici, sachant aussi qu'ils bénéficieront de tous les efforts d'information qu'on peut faire, et éventuellement des opportunités de carrière qui pourront s'ouvrir à eux, s'ils le souhaitent, bien évidemment, pour évoluer dans leurs fonctions au sein du CIDEVAM. Selon le directeur général des services, les employés ne recevront probablement pas de rémunération sur l'intégralité des jours de grève, mais garderont la totalité de leurs acquis sociaux. Ils resteront ainsi fonctionnaires. Cela fait maintenant 2 mois que les anciens employés de la mairie de Koungou sont en grève. 16 agents le sont toujours. 16 agents qui n'ont pas été payés depuis le mois d'avril. Comme quoi un manque de dialogue social peut s'avérer avoir des conséquences désastreuses. Je l'annonçais au début de ce journal, Seyfoudine Izzoudine est avec nous sur le plateau. C'est le directeur général de la compagnie aérienne Inter-Hilaire. Bonsoir à nouveau. Alors tout à l'heure, on évoquait ces petits problèmes, on va dire, vous allez nous en dire davantage, sur la compagnie actuellement qui se voit obligée de suspendre certains vols. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les raisons notamment de ces suspensions? D'accord. Si vous me permettez, je dirais d'abord un mot aux clients qui souffrent actuellement, qui ont fait des réservations chez nous et que nous ne sommes pas en mesure d'assurer leur transport. Je m'excuse auprès de ces clients. Je mets tous mes moyens. Nous sommes en train de mettre toutes nos forces pour pouvoir débloquer la situation. La situation, comment elle se présente aujourd'hui? En fait, il y a une circulaire de l'EASA, maintenant nous dépendons directement de l'EASA, c'est l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Sécurité aérienne. Et donc cette circulaire précise, en fait, indique que durant une période transitoire, toutes les compagnies aériennes doivent déposer un dossier auprès de ce service qui s'appelle le TCO. C'est un service, en fait, qui s'occupe des pays tiers, c'est-à-dire les pays tiers à l'Europe, sont tenus de déposer un dossier. Et ce dossier, il y a une période transitoire. La période transitoire, elle court jusqu'au 26 novembre. C'est-à-dire durant cette période-là, au-delà de cette période, les compagnies qui ne sont pas en règle sont d'office suspendues. Nous avons déposé le dossier auprès de ce service-là.
Et il y a eu plusieurs échanges de correspondance entre eux et nous. Et donc, on a été étonnés qu'on ait un arrêt brutal, sans qu'on soit informé, au regard du texte réglementaire de l'UEASA. Si vous me permettez, je veux lire le paragraphe qui concerne justement cette partie-là. Pendant la période de transition subventionnée, c'est-à-dire entre le 26 mai 2014 et le 26 novembre 2016, les TCO doivent déposer auprès de l'UEASA une demande d'autorisation de sécurité afin de s'assurer que l'UEASA pourra étudier cette demande avant la fin de la période de transition. Cette demande d'autorisation fait partie du processus d'obtention des permis d'exploitation. Les États membres de l'UE, en l'occurrence la France, se réservent le droit de refuser la délivrance de permis d'exploitation aux TCO qui ne peuvent démontrer qu'ils ont déposé auprès de l'UEASA une demande d'autorisation de sécurité. Donc là, clairement, qu'est-ce que cela signifie? Voilà, ce qui signifie, c'est que nous avons déposé notre dossier et que la DGAC nous a donné une autorisation parce que le dossier a été déposé correctement. Le 24 juin, on a reçu une décision de la DGAC nous notifiant qu'il y a eu un rejet de l'UEASA. Immédiatement, je suis rentré en contact avec la DGAC, c'était un vendredi, et puis le lundi, je suis rentré également en contact avec directement les services de l'UEASA pour savoir exactement qu'est-ce qui cloche. Il s'est avéré que on apparaissait sur le site de l'UEASA et là, brusquement, on n'est plus apparu. Nous avons interrogé les services de l'UEASA, ils nous ont permis de retransmettre nos données. Donc là, nous avons durant une semaine, durant 5 jours, nous avons transmis toutes nos données, y compris les données qui ne faisaient pas l'objet, qui n'avaient pas été transmises. Parce que il y a deux parties. Il y a une partie qui a été déjà transmise et puis une autre partie qui devait être transmise et que nous nous sommes obligés de tout faire et de tout transmettre. Parce que étant entendu qu'initialement il y avait une période transitoire, donc on se disait qu'on avait le temps, qu'on pouvait... Jusqu'à la date butoir notamment. Voilà, la date butoir du 26 novembre. Et donc, à partir de ce moment-là, durant 5-6 jours, tous mes services se sont mobilisés pour pouvoir rendre ce dossier-là en bonne et due forme. Le dossier a été rendu sur le site de l'UEASA le dimanche 3 juillet. Pour moi, le dimanche 3 juillet, c'est un jour férié, les gens ne travaillent pas. Mais le 4, ce dossier se trouve actuellement, depuis le 4, dans les bureaux de l'UEASA qui s'occupent justement. Donc vous voulez dire qu'il n'y avait pas de raison réelle, de raison avérée, des raisons, on va dire, justifiées pour qu'on vous interdise, pour suspendre vos vols? Au regard de la réglementation que je viens de vous citer, avec cette période transitoire, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on puisse nous interdire. Cette interdiction, si vous me permettez, elle a des conséquences fâcheuses. Nous sommes une petite structure, si vous me permettez, nous sommes une petite structure et il est difficile de pouvoir tenir financièrement. Nous avons un personnel que nous devons payer, nous devons procéder à des remboursements, c'est ce que nous faisons depuis le début de ces difficultés. Et donc là, aujourd'hui, on est au bout. S'il n'y a pas de solution, je crains qu'on sera obligé d'arrêter toute activité. Alors actuellement, les vols qui sont interdits, qui sont suspendus, ce sont ceux en partance à destination de Mayotte, qui est un territoire à la fois français et européen. Exactement. Mais les vols internes aux îles des Comores, les 3 autres îles, ne sont pas interdits. Ils ne sont pas interdits, ils ne peuvent pas être interdits. S'il y a une interdiction, ça devrait être l'autorité comorienne, ce qui n'est pas le cas. Alors là, pour le coup, vous n'avez pas de date prévue de reprise par rapport à vos vols? Et on attend. Aujourd'hui, j'ai vu le secrétaire général de la préfecture qui m'a rassuré qu'il va faire, que la préfecture va faire tout son possible pour que cette situation soit solutionnée dans les meilleurs délais. Donc là, nous sommes en attente
de l'aide de la préfecture. Je crois que le préfet est au courant de ce dossier-là et donc ils ont saisi la DGAC et donc là nous attendons, je pense, très probablement en début de semaine prochaine, je pense que on aura une réponse. Merci beaucoup Seyfoudine Izzoudine. On suivra ce dossier de très près, bien évidemment. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce vendredi 8 juillet. Petit tour d'horizon, bien sûr, dans l'actualité en bref. Monsieur le procureur, la population du village de Ouangani se permet aujourd'hui d'attirer votre attention sur les faits suivants. Notre commune connaît un contexte social très difficile, et ce à travers l'immigration clandestine, la montée de la délinquance et les actes criminels et barbares en tout genre. Tout le monde a peur, tout le monde se barricade, transformant ainsi leur maison en prison individuelle. Et la population pense que cette immigration clandestine y est pour beaucoup dans cette affaire. Voici les premières lignes du courrier envoyé par un collectif du village de Ouangani au procureur de la République et au préfet de Mayotte. Le collectif dépose plainte contre le maire de Ouangani, les administrés du village et le conseil départemental, tout en complétant le courrier par une liste de 53 noms de personnes qui favoriseraient le séjour d'immigrés en situation irrégulière. Reste maintenant à savoir quelle réponse sera apportée à un courrier qui risque fort d'en embarrasser plus d'un. Mercredi, la commission des lois au Sénat a rendu un rapport concernant l'adaptation de la loi de 1881 sur la presse et la liberté d'expression. Porté par les sénateurs François Pillet et Thani Mohamed Soilihi, le rapport dresse un bilan sévère de cette loi, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux. Les parlementaires pointent ainsi du doigt le fait que le contenu reste longtemps accessible, tandis qu'il est simple de publier des informations de manière anonyme. Le rapport sénatorial réclame donc la création d'un statut spécifique pour les réseaux sociaux, ainsi que plusieurs mesures techniques allant dans le sens d'un durcissement de la législation. Encadrer les propos sur les réseaux sociaux semble en effet devenu indispensable, tout particulièrement à Mayotte, où Facebook et autres Twitter font office de défouloir. Le rapport recommande également l'introduction d'un code de déontologie dans la convention collective des journalistes. Le président de l'Union des Comores nouvellement élu, Azali Assoumani, s'est exprimé sur la situation de Mayotte par le biais d'une lettre. En voici quelques lignes. Le 6 juillet, c'est le jour où nous devons, plus que dans tout autre jour de l'année, nous rappeler que Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Mon gouvernement, à l'instar de ses prédécesseurs, usera de tous les moyens légaux et légitimes pour recouvrer notre territoire. Nous sommes convaincus que le seul respect du droit international de la part de l'État français permettrait de mettre fin à cette tragédie que nous vivons au quotidien. Par rapport au drame que vivent nos compatriotes des autres îles chez eux à Mayotte, le ministre des Affaires étrangères a saisi son homologue français pour qu'il agisse au plus vite et mette fin aux persécutions dont ils sont victimes. Par ailleurs, une mission se rendra très prochainement à Mayotte pour s'enquérir de l'évolution de la situation. Un nouveau coup porté à une coopération régionale, toujours aussi compromise. Nous l'avons souvent évoqué sur nos antennes à Mayotte, l'application du Code du travail de droit commun est prévue pour le 1er janvier 2018. En attendant cette échéance, l'État et les partenaires sociaux ont entamé ensemble des travaux de réflexion pour permettre une meilleure adaptation du droit au contexte local. Une ordonnance devra notamment être rédigée et publiée au journal officiel avant le mois d'octobre 2017. Mais pour certains partenaires sociaux, cela n'a rien de rassurant, d'autant qu'ils sont nombreux à craindre l'application d'un code du travail au rabais. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ce matin, une conférence de presse est tenue à la DIECT afin de présenter les avancées des travaux sur l'évolution du Code du travail de droit commun à Mayotte. Pour ce faire, Dominique Ledémé est de retour sur le département et nous en dit plus quant à la poursuite de sa mission. Le petit bilan qu'on peut faire, c'est qu'il y a deux choses importantes. Le Code du travail de droit commun, le Code du travail qu'on dit Code du travail métropolitain, mais c'est en fait le Code du travail. Il est assez peu connu à Mayotte puisqu'on a appliqué un code du travail spécifique à Mayotte depuis 30 ans. Donc il faut vraiment qu'on trouve les moyens pour que tout le monde
puissent avoir connaissance de ce code du travail. Donc c'est en partie les raisons de mes déplacements quand je viens à Mayotte, c'est de faire une première information. Ça sera aussi le travail de Madame Martine qui va faire de la formation. Donc là, on était sur la deuxième séquence. Je suis venu en avril, je reviens maintenant pour faire cette information. La deuxième chose en termes d'étapes, c'est qu'on essaye de réfléchir avec les partenaires sociaux de Mayotte sur quelles sont les spécificités de Mayotte qui nécessitent que le Code du travail soit adapté. Mercredi, un amendement a été ajouté à la loi El Khomri, confirmant que le Code du travail de droit commun s'appliquerait dès le 1er juillet 2018 à Mayotte. Mais avant cela, le gouvernement souhaite une adaptation de ce dernier concernant la durée du travail, les salaires ou encore les jours fériés, ce que refuse catégoriquement l'intersyndicale. Nous demandons au niveau de l'intersyndicale composé à Mayotte pour l'application de l'égalité réelle à Mayotte, l'application intégrale du Code du travail national. Il y a un engagement pour le 1er janvier 2018. Les syndicats, nous avons demandé uniquement à ce qu'on soit accompagnés pour former nos militants pour qu'au 1er janvier 2018, on puisse s'approprier ce Code du travail national. Et nous refusons toute tentative d'aller déformer le Code du travail de droit commun à travers des ordonnances qui devraient arriver dans les mois à venir. S'il y a des mesures dérogatoires à faire, ça devrait figurer dans un décret et non nous renvoyer à une autre ordonnance qui va modifier encore le Code du travail national pour aller vers un code de travail au rabais encore pour les salariés de Mayotte. Les réticences des syndicats ne semblent pas inquiéter Dominique Ledemé, qui affirme que cette ordonnance sera rédigée suite aux différents avis émis par les partenaires sociaux. Il n'y a eu aucune écriture, c'est-à-dire l'ordonnance qui va décider des conditions d'application du Code du travail à Mayotte n'est pas écrite puisque c'est l'objet de la concertation avec les partenaires sociaux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce qui a été transposé, dans ce qui a été déjà fait depuis 2012, même depuis la départementalisation, il y a à peu près 30% du Code du travail applicable en droit commun qui a été transposé. Donc on a déjà 30% des dispositions, ça ne posera pas de problème puisqu'on les a déjà écrites. Donc il reste 70% sur lesquels il faut travailler. Et on a déjà, avec les partenaires sociaux, on a déjà regardé les deux premières parties du Code du travail, ce qu'on appelle les relations individuelles et les relations collectives. Mais là, on est plutôt sur des échanges, c'est-à-dire il n'y a pas d'écrit encore. Puisqu'on attend que si les partenaires sociaux, les organisations qui veulent nous donner un avis, qu'ils aient le temps de nous donner un avis. Il reste désormais 15 mois pour rédiger puis publier une ordonnance qui n'a pas fini de faire du bruit. Et pour terminer, je vous propose ce grand moment de sport vécu hier soir par des millions de Français. La France a en effet battu l'Allemagne en demi-finale de son Euro. Les Bleus vont donc jouer le titre ce dimanche contre l'équipe du Portugal et faire encore un peu plus rêver leurs supporters. Écoutons l'analyse de notre spécialiste sport, Hakim Sendou, qui revient sur cette victoire extraordinaire. Bon, écoutez, la demi-finale par rapport au match précédent de l'équipe de France, c'était un très très beau match. Je pense que les amoureux du football ont beaucoup apprécié. Et c'était un match complet, c'était un match avec beaucoup d'envie. On a vu l'équipe de France comme on l'a jamais vu, hein, en tout cas cette génération. Pogba, on a vu Griezmann, le doublé qu'il a fait, mais sans oublier Sissoko. Mais quel match de Sissoko encore une fois. Donc on l'appelle pas Bulldozer pour rien. Il y a même eu une chanson dédié à Sissoko, donc tout cela explique l'envie et l'abnégation qui ont ces joueurs de l'équipe de France. Je n'ose pas imaginer, et je pense pas qu'il y en a un qui imagine, en tout cas ceux qui supportent l'équipe de France, il n'y en a pas un qui imagine de perdre contre les Portugais. Donc oui, on va gagner cette finale contre le Portugal, c'est pas possible de perdre, c'est pas possible. Alors Pierre, ça n'a échappé à personne, hein. La France a gagné hier contre l'Allemagne. C'était attendu quand même ce match, hein. Oui, très attendu. Alors la victoire un peu moins, hein. On en parlait dans nos éditions précédentes. On n'attendait pas forcément la France à ce niveau-là. En tout cas, voilà, ils ont prouvé qu'ils étaient très très forts et qu'ils avaient tout à fait le potentiel et aussi le jeu d'équipe pour gagner cette compétition.
en France quand même, il faut le rappeler. Et puis aussi Mayotte qui suit énormément. Hier soir, j'ai eu l'occasion d'être au milieu de cette foule et c'est vrai que c'était assez impressionnant, la liesse, la ferveur populaire qu'il y avait à 8000 km, mais comme c'est le cas dans les Outre-mer de manière générale, avec beaucoup de soutien. Et voilà, maintenant on attend, on voit quelques images un peu hier de cette fête, cette grande fête et de la joie de tout le monde. Maintenant on attend avec impatience la finale, on espère que ça va bien se passer. On pense que la France effectivement est favorite maintenant contre une équipe du Portugal qui a certes des atouts indéniables avec notamment Cristiano Ronaldo en attaque, également Nani, Quaresma, des joueurs très importants et au niveau de la défense centrale aussi Pepe qui est un grand joueur, un très jeune joueur aussi qui vient de signer au Bayern de Munich qui est impressionnant au niveau du milieu de terrain. Voilà, donc il va falloir faire quand même attention à cette équipe, mais les Bleus ont l'air prêts, ils ont l'air prêts à remporter l'Euro. Et puis il y a aussi un signe auquel on va croire, c'est que la France a été championne d'Europe en 1984, elle l'a été 16 ans plus tard en 2000, on est en 2016, faites le calcul, normalement c'est la bonne. Donc les supporters continuent à rêver un peu plus grâce aux Bleus. C'est ça. Merci beaucoup Pierre, on suivra le match bien évidemment. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez bien sûr cette édition en rediffusion sur OM5 et également en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez les invités du temps de parole, Daniel Zaidani et Laini Moniemali. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Bocher. La rédaction et moi-même vous donnons rendez-vous lundi 19h pour une nouvelle édition. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.